Aujourd'hui, on vous propose un petit intermède dans la saison 2 de Je t'offre un rail, le podcast qui va vous rendre accro au train, avec cet épisode spécial qu'on est ravi de vous faire découvrir. Il a été réalisé par Marc-Antoine Malaspina du podcast Bourlinguer, qui partage également de superbes témoignages de voyage. On vous propose donc d'écouter l'histoire d'Hippolyte, qui s'est rendu jusqu'en Afghanistan en autostop. Bonne écoute. Je m'appelle Hippolyte, j'ai 27 ans et le 1er avril 2022, je suis parti pour rejoindre Katmandou depuis Paris en autostop. Je suis d'une famille de voyageurs et j'avais prévu depuis un assez jeune âge de partir une fois que j'aurais fini mes études. Donc j'ai obtenu mon diplôme, j'ai travaillé 1 an et demi pour mettre de l'argent de côté. Et puis je suis parti sans date de retour avec pour ambition de rallier Katmandou en autostop en suivant les routes de la soie ou le hippie trail, l'ancien chemin des hippies qui partaient de toute l'Europe occidentale pour rejoindre Katmandou. Ça m'a pris 1 an et j'ai décidé ensuite de revenir, de rentrer en France, mais en stop aussi. Du coup je suis rentré il y a 2 semaines et j'ai passé 2 ans plus ou moins jour pour jour sur la route, avec la plus grande partie du voyage qui s'est passé au Moyen-Orient. Bref, j'ai beaucoup bourlingué dans cette zone où au final on rencontre assez peu de touristes. Et aujourd'hui, je suis venu vous parler d'un pays qui fascine pas mal, autant qu'il effraie les parents généralement, l'Afghanistan. Et c'est un pays qui m'attire depuis des années et des années. Vous écoutez Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. 2 fois par mois, je reçois un ou une invitée qui se raconte au travers d'un voyage qui l'a marqué. Dans cet épisode, Hippolyte raconte l'Afghanistan. Avec lui, on a parlé de talibans, de hashish et de Joseph Kessel. J'ai bourlingué à travers le monde. Je pense que le fondement de mon intérêt pour l'Afghanistan, de mon attrait pour l'Afghanistan, c'est le livre Les Cavaliers de Joseph Kessel. Je me rappelle très bien du jour où mon père m'a recommandé ça quand j'avais 15 ans en me disant tu verras, c'est fantastique. Et donc je me lance dans la lecture et ouais, avec Les Cerfs-Volants de Kaboul recommandé par ma mère, c'est les 2 classiques qui ont lancé cet attrait, presque cette fascination pour l'Afghanistan. Donc je décide d'y aller, sans prendre le pays à la légère, parce que l'Afghanistan c'est un pays qu'il faut pas prendre à la légère. Et l'Afghanistan reste aujourd'hui clairement le pays le plus difficile dans lequel j'ai jamais voyagé. Il y a clairement une vraie marche entre l'Irak ou l'Iran ou le Pakistan et l'Afghanistan, c'est pas le même niveau. Donc moi je décide de passer en Afghanistan depuis le Pakistan, où je suis depuis 2 mois. Et donc je décide de me rendre dans la ville de Peshawar, tout à l'ouest du Pakistan, qui est la ville frontière avec l'Afghanistan, qui est une espèce de carrefour de commerce depuis des siècles, mais qui est aussi une ville très bordélique, très capharnaüm, très parfois oppressante. Mais c'est le seul endroit, un des 2 seuls endroits où on peut obtenir un visa pour entrer en Afghanistan. Parce que il y a des ambassades d'Afghanistan qui existent toujours, mais qui sont aux mains de l'ancien gouvernement, qui les garde, je pense, simplement pour récupérer l'argent des visas, parce qu'en fait, ils continuent à donner des visas, mais ces visas ne sont pas acceptés aux frontières de l'Afghanistan. Les talibans ont leur propre visa et n'acceptent pas que l'ancien gouvernement donne des visas. Donc il y a pas mal il y a quelques voyageurs qui se font avoir comme ça. Moi, j'avais vu le coup venir en regardant un peu sur internet, etc. Et donc, je suis allé à Peshawar, au consulat afghan de Peshawar. Et donc, j'obtiens mon visa en 1 demi-heure. Et alors, cette frontière, je vais m'en souvenir longtemps parce que c'est une frontière assez marquante, assez violente. Et ouais, c'est là où je constate qu'en fait, il y a une espèce de trafic qui se joue à cette frontière, où il y a les Afghans, notamment beaucoup des enfants, qui passent du côté pakistanais pour acheter et revendre du sucre, en fait. Et ils ont des petits trous, et ils se faufilent comme ça entre les grillages. Mais les gardes pakistanais sont excédés par ce trafic, et ils sont donc armés des espèces de nerfs de bœuf, comme ça, et ils mettent des coups à tous ceux qui avancent pas assez vite à leur goût, en gros. Donc c'est une frontière assez violente. Je vois notamment un mec qui lève son espèce de cravache là pour faire peur à 2 enfants, mais ils sont vraiment petits. Il a pas mis le coup, heureusement, mais il les a un peu bousculés et j'étais assez choqué. Jusqu'à ce qu'il y ait un autre soldat qui vienne, qui me dise non mais t'inquiète, c'est bon machin, et qui me laisse passer. J'arrive en Afghanistan officiellement.
On me met dans une petite cahute et j'ai une petite série de questions-réponses avec mon premier soldat taliban qui comprend pas hyper bien l'anglais, mais bon, qui est pas méchant. Et voilà, moi je me suis déjà préparé à une chose, c'est la fouille de portable et ordinateur. Donc j'ai renvoyé via un copain mon disque dur et j'ai supprimé tout ce qui peut être personnel ou photos, vidéos de fêtes par exemple. Clairement, j'ai gardé que des trucs parfaitement innocents parce que je sais que ça peut arriver, la fouille d'un téléphone, la fouille des photos, et que c'est arrivé assez souvent à des voyageurs. Donc voilà quoi, je suis détendu, puis voilà, tout se passe bien, il finit par me laisser passer après 10 minutes. Et donc s'entame la négociation avec les taxis qui t'attendent juste après la frontière, qui veulent profiter du fait que tu connais pas les prix locaux, le cours de la monnaie locale par rapport à celui que tu viens de quitter, etc. Je négocie mon passage dans une voiture. Comme souvent au Moyen-Orient, ils disent allez viens, tu négocies ton prix, puis t'arrives dans une voiture et tu te rends compte que t'es tout seul et que tu vas devoir attendre 2 heures de plus, que le gars réussisse à négocier avec 3 personnes de plus pour que la voiture soit complète et qu'on puisse y aller. On arrive à 1h30 du matin à Kaboul et je trouve un hôtel. Je vais découvrir Kaboul le lendemain. Premier jour, je me mets à la mode locale et je commence à me balader dans mon quartier. Je me fais pas remarquer et en fait j'ouvre le moins possible la bouche parce que je sais que je peux passer pour un local tant que je garde la bouche fermée. Mais si je commence à parler, c'est bon, je suis grillé. Donc je fais des tours dans mon quartier et je découvre, c'est mes premiers contacts avec Kaboul. Je me sens complètement aventurier, honnêtement, parce que j'en rêve depuis si longtemps de visiter ce pays. Et ouais, vraiment, il y a un côté, le rêve se réalise, il fait beau et je suis tout seul en train de me balader dans Kaboul, quoi. Et je commence à essayer d'aller choper les nécessaires du voyageur, une carte SIM et les autorisations nécessaires. Parce que quand on arrive en Afghanistan, il faut obtenir des autorisations. Donc ça se fait à Kaboul, il faut se coltiner 2 ministères. Donc le premier ministère où je vais, c'est le ministère de la sécurité. Donc c'est un gros ministère, c'est pas très loin de mon hôtel, donc j'y vais à pied. J'arrive là-bas, et donc je suis en train de commencer à demander mon chemin aux gardes, et là j'entends un mec qui parle anglais derrière moi, et je me retrouve face à face avec un soixantenaire, un British. Il est tout en tenue de voyageur occidental, petites chaussures de rando, pantacourt, un espèce de Marcel, comme s'il était en vacances au Maroc, ou je sais pas où, un endroit touristique, quoi. Il y a un autre étranger qui est arrivé entre-temps, un espagnol, qui est plus comme moi, et on se regarde avec des yeux hallucinés. On se fait fouiller une première fois, une deuxième fois. On finit par obtenir donc une première lettre du ministère de la Sécurité qui dit qu'en gros on a l'autorisation. Et on nous envoie donc au deuxième ministère qui est le ministère de l'Information et du Tourisme. Où là, on nous redonne une lettre qui est la lettre définitive, qui est en gros le passe-partout, parce qu'il est couvert des tampons talibans. Et cette lettre-là, elle permet de sortir de plus ou moins tous les problèmes que peuvent créer les talibans par la suite. Donc c'est vraiment le sésame à avoir. On a nos lettres. Ce Britannique, moi, et le troisième gars qui est arrivé, qui est un Espagnol assez baroudeur, qui lui est déjà venu en Afghanistan. Assez vite, au final, on sème ce Britannique qui parle sans arrêt. Je me retrouve avec cet Espagnol qui me propose d'aller visiter une citadelle. Une des difficultés de l'Afghanistan, c'est qu'il y a très peu d'informations disponibles. Et en fait, voilà, on est quand même mine de rien habitué à avoir des informations sur Internet ou même à pouvoir se servir de Google Maps ou ce genre de choses. Il faut s'imaginer que en Afghanistan, il y a rien. Pour trouver un spot touristique, il faut jouer à cache-cache. Pour trouver même le terminal de bus pour aller dans une direction ou dans une autre, il faut pareil demander son chemin 10 fois. Les informations changent tout le temps. Donc il y a un côté où l'information c'est difficile à obtenir. L'Espagnol a obtenu une bonne info sur une citadelle à visiter. En fait, c'est un terrain militaire. Donc on doit demander l'autorisation aux gardes qui sont à l'entrée. Ils nous disent non, puis ils finissent par accepter. Ils nous emmènent sur une espèce d'éminence un peu rocheuse qui domine Kaboul. Kaboul, c'est une ville très étendue et très poussiéreuse. L'Afghanistan, c'est de manière générale un pays très poussiéreux. C'est une des choses les plus marquantes. Et donc on monte cette espèce de petite colline où il y a un fort assez ancien, mais qui est tellement pas préservé qu'on n'en voit pas grand-chose du fort. On voit surtout des murailles, mais à l'intérieur il y a un truc qui est assez intéressant, c'est il reste 5 ou 6 chars russes qui ont été détruits et qui n'ont pas bougé.
Il y a une ambiance un peu fin du monde, un peu apocalypse, avec le vent très fort qui soulève énormément la poussière. Et à Kaboul, un autre truc sympa que je vais faire, c'est visiter un musée, qui est le musée Omar. C'est le nom de l'organisation qui démine l'Afghanistan. Dans leur jardin, ils ont tous les hélicoptères de combat soviétiques, des missiles Scud, donc des missiles de 15 mètres de haut, et un musée avec tous les types de grenades, d'explosifs, d'engins fabriqués, la voiture anti-bombe du président. Et ouais, je fais une visite de ce musée qui est très impressionnant, quoi, parce que ça montre à quel point l'Afghanistan a été meurtri. Je pense que maintenant, je vais essayer de vous raconter de manière plus peut-être thématique que chronologique. Parce que pour faire un petit peu mon itinéraire, ensuite je suis parti tout à l'ouest du pays, dans une ville qui s'appelle Herat, en passant par Kandahar. C'est la seule route qui fonctionne à peu près bien du pays, mais ça m'a pris 25 heures, comme ça, pour faire 600 km. Je les ai pas fait en stop. En Afghanistan, j'ai fait du stop, mais peu, parce que je tiens à la vie et qu'il faut quand même... je suis parti faire un voyage en stop, mais qu'il faut aussi s'adapter au pays et que, comme je l'ai dit, je voulais me fondre dans la masse. Donc j'ai fait... il n'y a pas beaucoup de bus, j'ai fait beaucoup du minibus, du taxi collectif, etc. Et il y a une autre chose, c'est une dimension un peu éthique dans un pays où les gens sont autant dans la misère. Donc voilà, j'ai fait assez peu d'autostop. Et donc je vais vous parler un petit peu de mes interactions avec les talibans en premier. Et justement, ça tombe bien parce que je vais vous parler de ce trajet en bus pour aller à Herat qui a duré 25 heures. Ce trajet en bus, il était très difficile parce que c'était un bus extrêmement inconfortable. J'ai suivi un rabatteur et je me suis retrouvé dans l'option la plus cheap en fait. Mais je me suis retrouvé, ce qui est intéressant, c'est entouré de talibans. Et leur commandant, quand il a compris que j'étais un étranger, a échangé de place avec son subalterne qui était assis à côté de moi pour venir discuter. Et il parlait un petit peu anglais. Pas très bien, mais on pouvait échanger un petit peu quand même. Donc voilà, je me suis retrouvé à faire tout ce trajet entouré de talibans, qui étaient assez intéressés par ce que j'avais à dire, intéressés par ce que je faisais là. Cet officier m'a raconté quelques-unes de ses histoires aussi. Il avait passé presque 10 ans dans les montagnes, à se battre dans la région de Herat. Mais en fait, les talibans, on les imagine comme des guerrieros, des fous sanguinaires, etc. Et c'est en partie vrai, mais aujourd'hui... Voilà, les talibans, ils ont gagné, en fait. Ils ont gagné, l'Afghanistan est pacifié. Et donc, ils sont détendus, quoi. Ils sont détendus, conquérants, ils sont seigneurs en leur pays. Et donc, moi, j'ai eu des relations à chaque fois assez détendues avec les talibans que j'ai rencontrés. Pareil, quand j'étais allé visiter ce fameux fort avec l'Espagnol, les soldats, à la fin, nous ont invités dans leur casemate à boire du thé. On s'est regardé et puis on y allait. Mais voilà, à aucun moment on m'a dit mais on m'a agressé parce que français, parce que occidental, même si la France a fait la guerre en Afghanistan jusqu'à la fin. Hein. Mais voilà, c'est une des choses qui m'a surpris, c'est la capacité qu'ils ont eue à faire la différence entre le touriste que j'étais et les armées d'invasion, parce que c'est ce que les armées occidentales ont été, et que ce soit pour des bonnes ou des mauvaises raisons, le fait est que ça a été une invasion de l'Afghanistan. Donc voilà, sur les talibans, j'ai eu des relations à chaque fois plutôt détendues, mais il n'empêche que moi j'ai toujours gardé mes distances parce que ça reste des mecs qui pour moi sont des oppresseurs en puissance. C'est barbare, a interdit évidemment donc tout ce qui est les droits des femmes, le droit des femmes à travailler, à conduire. Au moment où j'arrive en Afghanistan, ça fait 1 semaine qu'ils ont interdit les salons de beauté, qui était un des derniers endroits où les femmes pouvaient se rencontrer et un des derniers business que les femmes pouvaient ouvrir et tenir elles-mêmes. Donc c'était vraiment un peu le dernier endroit un peu social accessible aux femmes. Et la musique est interdite. Toute forme d'art qui est non islamique est interdite. La seule chose qui est autorisée en termes de musique, c'est quelque chose qui s'appelle le nat, une espèce de bouillie auditive infecte où ils répètent des noms de martyrs et des sourates à l'infini, et c'est ce qu'ils écoutaient dans les montagnes. C'est de la musique de motivation pour talibans, quoi. J'en ai subi quelques heures quand j'étais dans le bus avec mes fameux talibans. Donc à travers ce premier voyage en bus, qui sera suivi par un autre dans la vallée de Bamiyan, la mythique vallée de Bamiyan, je vais découvrir l'Afghanistan hors des villes. Et ce qui est assez marquant, c'est à quel point c'est désertique, quoi. C'est d'une âpreté.
Ouais, c'est pas vraiment du sable, c'est de la poussière en fait. C'est un pays vraiment de poussière et de roc, pour moi, l'Afghanistan. Parfois, il y a une rivière et on sent que c'est là où il y a les humains qui sont venus vivre parce que chaque goutte d'eau est utilisée pour essayer de d'arracher à la terre des fruits, des légumes, mais franchement, c'est assez miraculeux quand on voit comment ils arrivent à survivre. Mais voilà, toutes les maisons sont petites, basses, couleur terre et un peu faites de boue, avec très peu de fenêtres, c'est très sombre, c'est vraiment très très pauvre. Moi, c'est le pays le plus pauvre que j'ai jamais vu, et de très loin. C'est une des choses que j'ai trouvé le plus dur. De vivre avec la pauvreté et la vraie misère, quoi. Chaque jour. Mais voilà, ça a un charme aussi, hein. Ça a une vraie beauté parce que les seuls bâtiments qui ont une certaine ampleur architecturale, c'est des mosquées, influence persane, ouzbek, des grands minarets bleus de faïence. C'est quand même des villes qui sont très belles. Et en termes d'histoire, c'est un rêve d'archéologue, quoi. L'histoire est partout aux alentours et on se retrouve dans des endroits qui sont lunaires. Dans la vallée de Bamiyan, notamment, j'ai suivi les conseils d'un mec je crois que j'ai lu un article sur internet et je décide d'aller voir une citadelle qui est à l'entrée de la vallée. Et donc j'arrive là-bas et je demande, bon, elle est où la citadelle? Et on me pointe le haut d'une falaise et effectivement je vois des espèces de ruines et j'y vais et j'ai visité pendant 3 heures, absolument tout seul, une citadelle qui est sur un à-pic, qui était une des citadelles qui défendait la vallée de Bamiyan et qui a été prise et détruite par Gengis Khan en personne. Et cette citadelle, je l'ai eue pour moi tout seul. Complètement fantastique comme endroit. Il y a une vraie forme de beauté au milieu de toute cette âpreté, on a l'impression d'être sur Mars, quoi. Donc il y a quand même une vraie forme de beauté, notamment dans la zone la plus touristique qui est la vallée de Bamiyan, où étaient les fameux Bouddhas de Bamiyan qui ont été détruits par les talibans lors de leur premier régime. Dans cette même zone, il y a les lacs de Bande Amir, qui sont mythiques pour les lecteurs de Kessel notamment, qui sont une espèce de merveille de 7 lacs en enfilade les uns des autres, au milieu du désert, à plus de 3000 mètres d'altitude, mais c'est vraiment du désert. Et on tombe d'un seul coup sur des lacs d'un bleu profond au milieu, et puis quand on se rapproche des berges, ça devient très vite turquoise. C'est turquoise, c'est vert, c'est des couleurs caribéennes presque. Il y a une vraie forme de beauté, et même si ça a été un voyage très dur, moi c'est un voyage que j'ai adoré, et je pense que je vais probablement retourner en Afghanistan assez rapidement même. Je me souviens aussi d'un moment où, pour rejoindre le nord du pays, j'ai pris le minibus, mais en fait, il y a un seul tunnel qui permet d'accéder depuis Kaboul au nord du pays. Il fonctionne un jour dans un sens, l'autre jour dans l'autre sens, parce qu'il est trop étroit. Et à ce moment-là, il y avait eu un problème, il était en travaux. Et donc, il a fallu remonter toute la vallée du Panjshir et passer des cols. Et là, on parle de 25 heures. Mais 25 heures dans une situation tellement inconfortable que je me suis demandé comment j'allais tenir, en fait. On était dans un minibus qui devait être fait pour, 15, et on était 21. Enfin, sur une rangée où à 3 on serait déjà serré, ils mettent 4 personnes, 5 s'il y a un enfant. On a la tête qui touche le plafond, les genoux qui touchent le siège de devant, et c'est parti pour 24 heures emboîtés entre 2 autres mecs qui ont aussi des épaules et qui ont aussi besoin d'espace. Mais voilà, donc c'est à la fois, c'est un mélange de très très grande beauté, parce que je remonte la vallée du Panjshir, qui est un endroit mythique, le fief du commandant Massoud, etc. Et je me retrouve avec des scènes où on s'arrête presque tout en haut de la montagne, soleil couchant, tous les hommes qui descendent, il y a quasiment que des hommes dans les minibus qui voyagent, et qui tous alignent leur tchadar par terre et prient épaule contre épaule sur le soleil couchant au sommet d'une montagne. Donc à la fois c'est magnifique, puis à la fois derrière faut réenchaîner avec 12 heures dans la nuit où on descend des espèces d'apics qui font flipper, où il y a des carcasses de voitures à droite à gauche. C'est un voyage des extrêmes, quoi. C'est un voyage où on est à la fois parfois complètement halluciné de vivre quelque chose d'aussi fort, d'aussi authentique, et à la fois parfois on se dit mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Et voilà, et tout ça, encore une fois, je le dis en étant vraiment plutôt bien habitué au Moyen-Orient, et après 6 mois au Pakistan, ou pareil, dans le confort, moi ça va, je tiens bien sans confort. J'ai fait un voyage, au final j'ai été souvent dans des situations assez inconfortables, et je l'ai tenu. Mais voilà, l'Afghanistan, il y a une vraie marche, quoi.
même par rapport à des pays qui ont des réputations similaires, notamment l'Irak, je pense. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus inconfortable. J'ai l'impression d'avoir pas mal parlé des difficultés. J'ai parlé un petit peu aussi de la beauté de ce pays, mais c'est un pays où il y a des gens normaux qui habitent aussi, et du coup, après avoir parlé des talibans, j'ai envie de parler un petit peu des Afghans. Les Afghans, déjà, sont répartis en plusieurs ethnies différentes, et on n'a pas la même vie selon qu'on est un Pashtun, un Tadjik ou un Hazara. Les Pashtuns, la plupart des talibans sont Pashtuns, c'est une ethnie qui est intimement liée au mouvement taliban. Donc la plupart des Pashtuns sont quand même relativement satisfaits de ce régime qui va avec leur fonctionnement social basé sur un islam ultra-orthodoxe. Ça veut pas dire que tous les Pashtuns ne sont pas des gens bien. J'ai des amis Pashtuns, moi, notamment un ami qui est marchand d'armes au Pakistan, qui est un Pashtun, et qui considère que en fait l'établissement du régime taliban en Afghanistan, de ce régime en tout cas, pas du premier, ne s'étant pas fait dans le sang, et qu'il trouve que en fait si le régime fait preuve d'une certaine mesure dans l'application de la loi, lui considère que la loi, la charia, la loi tirée du Coran, selon cette interprétation, est la seule loi valable. Donc il considère que les talibans ont le droit d'appliquer une loi tirée de la religion majoritaire du pays. Donc voilà, ça c'est les Pashtuns. Les Hazaras, c'est une minorité qui habite plus dans la vallée de Bamiyan, qui se repère assez vite parce qu'ils ont des traits plus asiatiques, ils ont les yeux bridés. Et eux, c'est ceux qui ont le plus souffert de l'histoire de l'Afghanistan globalement, parce qu'ils ont été massacrés par plus ou moins tous les rois et tous les gouvernements, en tout cas les talibans. Mais aujourd'hui, la situation s'est calmée. Ce sont toujours des citoyens de seconde zone, mais on ne les exécute plus sur le bord de la route, comme ça avait lieu il y a encore quelques années, avant que les talibans ne soient au pouvoir. Les Tadjiks qui sont majoritaires dans le nord du pays, et ils sont pour la plupart opposés au régime taliban, mais c'est difficile c'est difficile à dire, donc il y a assez peu de gens qui se sont plaints des talibans devant moi, parce qu'ils doivent faire preuve de prudence, ils ont des familles, ils ont des métiers, et qu'on peut se retrouver en prison sans avoir nécessairement besoin d'un procès en Afghanistan. Mais voilà, il y en a aussi qui me disent que ce qui compte avant tout pour eux, c'est la paix. Il faut se rappeler ils ont 60 ans, 50 ans, 60 ans de guerre d'affilée en Afghanistan, et là, pour la première fois, on est dans une fenêtre où il y a la paix. Alors c'est une paix qui est oppressante pour les femmes, oppressante pour certaines minorités, oppressante pour ceux qui ne sont pas religieux, mais c'est une paix tout de même. Et donc on ne meurt plus tous les jours en Afghanistan de manière brutale, et c'est quelque chose qui fait que la vie normale a pu reprendre, une forme de vie normale a pu reprendre. Et pour finir, je vais vous raconter une anecdote, une journée. Pour finir mon voyage, j'avais prévu de passer au Tadjikistan, où je retrouvais ma petite sœur qui venait voyager quelques semaines avec moi. Et donc, dans le nord, dans la ville de Mazar-e-Sharif, je me suis fait un copain, un mec qui avait étudié à Dubaï, et qui parlait, lui, très bien anglais, qui avait fait le choix de revenir habiter, se marier et habiter en Afghanistan, suite à la prise de pouvoir des talibans, parce que voilà, il y avait la paix, il considérait que Dubaï c'était très bien, mais il avait envie de retrouver son pays. Donc on est devenus assez copains avec ce mec, parce qu'on pouvait discuter, et il finit par me dire, bon mais si tu veux, il y a un mariage dans ma famille la semaine prochaine, donc si t'es encore là, allons ensemble au mariage. Je lui dis très bien, banco. Donc on va au marché, il m'emmène chez son tailleur, je me fais faire une tenue un peu classe, un chaloir-chemise, mais chaloir-chemise sur mesure, classe, parce qu'il m'avait dit, il était dans une famille, lui, où ça jugeait pas mal à l'apparence, quoi. En fait, les autres membres de sa famille étaient vraiment intéressés par, non pas trop par moi, mon voyage, ce que j'avais fait, mais plus ce que j'avais dans les poches, quoi. Et moi, je voulais me fondre dans la masse, mais c'est vrai que à la fin, j'avais vraiment une longue barbe, et j'avais une veste un peu crade, et il me dit, mais en fait, t'as l'air d'un Afghan, mais d'un fermier afghan, quoi. Donc bon, je dis très bien, ok. Il me restait 3 ou 4 jours en Afghanistan, donc je me suis dit, ok, bon bah alors on va changer de style. Donc je me fais ma tenue super sur mesure, je me rase, etc. pour le mariage, pour être un peu beau gosse. Et donc on part en voiture, je retrouve Anas, il s'appelle,
et son cousin qui va se marier, et on passe la journée ensemble. Donc d'abord, on m'emmène chez le barbier, on se fait tous couper la barbe, ensuite on va tous se faire cirer nos espèces de sandalettes de cuir, puis ils me disent allez on va au hammam, mais le hammam en Afghanistan c'est juste des douches professionnelles quoi, on paye pour aller prendre une douche chaude avec du savon, du machin, donc on se parfume, etc. Et on va au mariage. Bon, bien évidemment, les mariages en Afghanistan sont strictement séparés. Une maison pour les femmes, une maison pour les hommes. Donc moi, j'arrive dans la maison des hommes, où est l'imam, où est le taliban du coin, et toutes les barbes blanches, les dignitaires. Parce que voilà, un mariage, c'est une affaire avant tout... c'est une affaire de famille, certes, mais c'est une affaire de communauté aussi. Et donc... tous les hommes respectables, les dignitaires viennent assister au mariage pour lui donner une forme de validité, quoi. Sauf que moi, je suis rien ni personne, mais je suis l'étranger de service, le français, donc évidemment, on m'introduit directement dans la pièce, on m'assoit à côté du marié, c'est-à-dire qu'il y a 2 canapés avec les parents du marié, le marié, et tout le monde est assis par terre, et moi on m'assoit à côté du marié, allez hop, on se serre la main, on prend une photo, un petit peu mal à l'aise, mais bon... Je finis par réussir à me mettre dans un coin, mais déjà, tous les gars de mon âge, ils sont tous dehors en train d'attendre, ils regardent par la fenêtre. Moi, je suis dans la pièce avec l'imam, j'assiste en fait à l'échange de consentement. L'échange de consentement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il se fait par intermédiaire. C'est-à-dire qu'en fait, le consentement va être donné par l'homme, et il y a un membre de la famille de la femme, un de ses frères par exemple, qui va aller le porter du côté des femmes, et inversement. Et donc voilà, les consentements sont échangés comme ça. Et mon pote Anas, il me dit ouais mais tu vas voir, restons un peu, après ça va devenir intéressant le mariage. Je dis bon ok, parce que pour l'instant c'est vrai que moi je suis assis, je comprends rien, bon je souris, je fais bonne figure, mais et puis c'est une expérience, je commence à avoir l'habitude de rien comprendre. Mais bon, la cérémonie se fait, le taliban de service s'en va, l'imam aussi, tout le monde mange. Et en fait, on a presque l'impression qu'ils sont simplement venus pour le déjeuner, quoi. Donc tout le monde se récupère une gamelle, un espèce de sandwich, et puis tout le monde s'en va. Et il reste que derrière, les membres de la famille, les voisins, etc. Et là, mon pote Anas me montre une petite cahute en boue, qui est une genre d'étable qui est entre plusieurs maisons, dans une espèce de cour. Et il me dit, va là-dedans, tu vas voir, tu vas avoir une expérience culturelle, t'inquiète, j'arrive. J'entre dans cette cabane en même temps que 5 ou 6 barbes blanches. Mais tu vois, enfin, les Afghans, on parle quand même de mecs ils ont des vraies gueules, quoi. Les traits burinés, très creux, des rides très creusées, des styles hallucinants, donc une vraie barbe blanche, la canne à la main, le long manteau un peu en poil de mouton et tout. Et on rentre dans cette petite cahute en boue, où il y a rien, de la terre battue par terre, et on s'accroupit en groupe. À ce moment-là, personne ne sait que moi je suis français encore. Ils ont pas trop capté. Et en fait, ça a été session hashish, quoi. Et donc, ils amènent une espèce de grosse pierre, ils mettent des charbons ardents dessus, et là, hop, ça sort des lamelles de hashish, et ça commence à les envoyer. Et on me passe une espèce de paille en terre cuite, un peu d'eau, et en gros, on me dit, tu mets de l'eau dans ta bouche, et tu t'aspires la fumée comme ça. La scène est esthétiquement complètement folle, quoi. Je suis dans cette espèce de petite cabane en boue, avec des mecs qui ont tous des gueules hallucinantes, et avec des volutes de fumée. Il y a un côté un peu chamanique avec le hashish et tout. À ce moment-là, ce qui m'a traversé la tête, c'est que je me suis dit, là, si je pouvais prendre une photo avec mes yeux, là, il y a un concours national géographique qui se joue, quoi. Alors qu'en plus, je suis nul en photo, mais c'était juste tellement esthétiquement puissant. Et bon, on fume un peu, etc. Et là, ils sortent un espèce d'énorme pipe à eau, un bang, on dit aussi, un truc magnifique. Et ils commencent à fumer avec cette nouvelle technique. Et on me dit, tu veux fumer? Et moi je dis oui. Il y a 3 mecs qui disent, non, il fume pas ça, lui, il fume pas. Je dis, si, je vais fumer. Parce que moi, je suis en train de vivre mon expérience, et puis je kiffe, quoi. L'espèce de pipe à eau arrive vers moi. Je me dis, là, quand même, il va falloir tenir ton rang, quoi. Parce que si je commence à m'étouffer, etc., la crédibilité passe par la fenêtre. Donc, je tire une grande bouffée de ce hashish afghan. Tout le monde me regarde, et ça va, je me couvre pas de ridicule, mais je commence à avoir un peu la tête qui tourne et à me sentir un peu parano, d'autant qu'il y a un des messieurs qui est un peu en train de s'exciter, parce que je pense qu'il parle de politique, mais il commence un peu à me pointer du doigt, je pense qu'il doit parler de la France.
Mais moi, je suis là, du coup, je suis en mode, oh là, qu'est-ce qu'il me veut celui-là, etc. Mais je sors de la cahute et je retrouve mon pote Anas, qui me dit, viens, on va aller chez un de mes amis, qui est Chopendoz, joueur de bouskashi professionnel. Et donc, pour moi, c'est le Graal. C'est depuis la lecture des Cavaliers. Les Cavaliers, c'est donc le livre de Joseph Kessel qui parle de ce sport, le bouskashi, le sport national afghan, qui est un sport qui se fait à cheval et qui est d'une violence assez extrême. Le concept, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est de récupérer une carcasse de mouton remplie de sable et d'eau qui fait une 50aine de kilos, seul ou en équipe, au milieu d'une cohue de cavaliers qui veulent faire la même chose, puis de s'arracher à cette cohue et de faire le tour de 2 poteaux en bois avant de lancer la carcasse au milieu d'un cercle. Donc c'est le sport afghan. Et donc moi, voilà, je vais rencontrer ce mec qui est Chopendoz. Effectivement, on va dans son jardin. Il y a son cheval de bouskashi, qui est un cheval qui tient sur une laisse très courte, qui est une boule de muscles, complètement fou le cheval. Il le nourrit de steak haché et il le monte jamais, uniquement pour les bouskashi. Et ce mec-là, il est Chopendoz professionnel. Donc c'est vraiment son job, il a plus aucune dent, toutes les dents de devant ont sauté. Et il me montre un peu son matériel, sa cravache qui tient entre les dents qu'il n'a plus du coup. Et il m'explique un peu les subtilités d'un jeu pas très subtil, mais qui a l'air assez fou. Malheureusement, je pourrais pas assister à un bouskashi parce qu'on est au début du mois de septembre et il fait encore trop chaud en Afghanistan pour que la saison, c'est en gros de fin octobre à avril. Mais bon, je me dis que ça me donne une bonne raison de retourner en Afghanistan pour assister à un bouskashi enfin. Merci beaucoup pour ton récit. Pourquoi t'as voulu raconter cette histoire en particulier ? Je me suis dit que c'était intéressant de parler d'Afghanistan. En plus, t'as déjà couvert plein de pays avec ton podcast, donc il faut trouver les pays qui restent. Et je me suis dit que ouais, avec l'Afghanistan, il y avait a priori peu de chances que quelqu'un soit passé avant moi. Pour revenir très rapidement sur ton récit de l'Afghanistan, bon, c'est un pays d'hommes, dirigé par les hommes et pour les hommes. Malgré tout, est-ce que tu as pu rencontrer des femmes là-bas et échanger avec des femmes ? Alors oui, mais très peu. J'ai bien conscience que voyager dans des pays comme l'Afghanistan, comme le Pakistan, c'est un privilège d'homme. Hein. Même si j'ai rencontré quelques femmes qui voyageaient seules en Afghanistan. J'ai eu très peu de contact avec des femmes, parce que c'est des pays où les femmes restent à la maison, s'occupent des affaires domestiques et les hommes s'occupent des affaires extérieures au foyer en fait. Mais j'ai quand même discuté avec 3 professeurs d'école. Je suis allé visiter une association qui s'occupe d'orphelins dans la vallée de Bamiyan. Et ils ont notamment des classes clandestines pour les jeunes filles. Et les 3 professeurs qui officiaient au sein de cette école, qui enseignaient le persan, les mathématiques et l'anglais, c'était 3 femmes. Et donc on a pu discuter un petit peu. Mais voilà, j'ai pas pu rentrer dans des vraies conversations avec elles. Je pense que mon statut d'homme aussi m'empêche beaucoup de ces contacts féminins. Si j'avais été accompagné par une femme, ça aurait été différent. Par exemple, j'ai voyagé en Irak avec ma sœur, et elle pouvait accéder à ce monde des femmes qui est très séparé du monde des hommes. Et elle pouvait revenir dans le monde des hommes de par son statut d'occidentale et de voyageuse. J'ai pas eu cette possibilité. Et donc, ouais, c'est un pays d'hommes dirigé par des hommes. Mais ils iraient pas bien loin sans les femmes, comme ailleurs, quoi. Pour ouvrir de manière un peu plus générale sur ta façon de voyager, comment tu prépares tes voyages ? Quelle place tu laisses à l'improvisation ? Et est-ce que tu as abordé un nouveau pays au cours de ton périple de 2 ans de la même manière à chaque fois, ou tu adaptais ta préparation du voyage en fonction du pays que tu allais traverser ? Ben, j'ai préparé pour l'Afghanistan parce que c'est un pays à part. Quand je dis préparé, c'est que je me suis renseigné et j'ai lu pas mal les retours d'expérience d'autres voyageurs. Mais sinon, moi je fais globalement 95% de mon voyage à l'improvisation. Parce que en fait, je m'étais assuré d'avoir dans mon sac à dos de quoi être autonome. Donc j'ai de quoi cuisiner, j'ai de quoi camper, je sais faire un feu. Et puis voilà quoi, ensuite advienne que pourra. Donc moi je suis pas un préparateur, je laisse le plus possible de place à l'inattendu. C'est ce que j'aime en fait en voyage, c'est habiter un peu dans l'inattendu et être toujours dispo, pas avoir de plan et pouvoir suivre un mec parce qu'il a l'air sympa et qui me dit viens chez moi et pouvoir rester 2 semaines ici si j'en ai envie ou partir sur un coup de tête si le cœur m'en dit. Donc 100% improvisation pour moi.
Mis à part un réchaud et une tente, qu'est-ce que tu prendras toujours avec toi dans ton sac quand tu voyages? Des livres, mais les livres ça pèse lourd et il faut les porter, donc c'est moins poétique, mais une liseuse. Clairement une liseuse et un stylo. Un stylo et un carnet, bref. Lire et écrire, quoi, la base. Comment tu racontes tes voyages justement? Est-ce que c'est au travers de l'écrit ou est-ce que tu as un autre médium pour le faire? Non, moi c'est écrit, 100% écrit. J'ai monté un blog qui s'appelle Les Chroniques du Monde qui coule, que j'ai tenu pendant 2 ans, où j'ai écrit des textes sur des thématiques, pas nécessairement sur moi, enfin le moins possible sur moi, mais sur des thèmes comme l'hospitalité, voyager en zone rouge, ou des récits d'anecdotes parfois. Et donc ouais, mon médium numéro 1 c'est l'écriture, parce que la photo je suis pas très fort, la vidéo parfois ça, ce qui m'ennuie c'est que j'ai l'impression de manquer de naturel. J'ai pas envie d'être l'occidental qui débarque avec sa caméra au point et qui passe son temps à se filmer en parlant super fort. J'aime pas du tout cette posture. Donc j'y vais les mains dans les poches, le nez en l'air, et après une fois que je suis dans le calme, j'essaie d'écrire et de restituer tout ça. Une fois que tu es de retour au pays, est-ce que tu es atteint d'une certaine forme de blues? Est-ce que tu en es atteint même actuellement? Parce que ça fait 2-3 semaines que tu es de retour. Et si c'est le cas, comment tu te soignes? J'imagine que ça va venir, mais pour l'instant pas forcément. Je pense que c'est un des avantages de voyager par la route. Moi j'ai tourné les talons entre guillemets quand j'étais à Katmandou, et ça fait 1 an que j'ai la ligne d'arrivée dans le viseur. Donc j'ai le temps de me préparer, et puis peu à peu on retrouve des choses, on se rapproche de l'Occident, on retrouve certaines choses, comme d'avoir des rayons bien remplis, des supermarchés, ce genre de choses qui ne faisaient plus partie de ma normalité dans des pays comme l'Afghanistan. Et puis j'ai bien timé mon retour pour arriver pour le printemps, les beaux jours, la période sympa de l'année. Mais j'imagine que je vais peut-être avoir un contre-coup quand il faudra replonger dans une vie un peu plus normale, l'automne prochain, le métro, boulot, dodo, la grisaille, etc. J'ai pas nécessairement de remède, mais pour moi c'est aussi quelque part un soulagement. Je rentre parce que j'avais besoin de retrouver des relations sociales profondes, des vraies connexions, les amis, la famille. Moi je suis pas un solitaire du tout de base, et je viens de passer 2 ans à voyager en solo. Même si parfois j'ai eu quelques visites d'amis, même si j'ai rencontré des gens sur la route, j'ai pas visité des pays où on se fait des copains en allant en auberge de jeunesse toutes les 2 semaines, quoi. Donc ouais, pas de blues du voyageur, mais pas impossible que je prenne un petit contre-coup après l'été, je pense. Tu mentionnais rapidement des rencontres, et c'est sûr que quand tu voyages seul, je pense que les rencontres, tu les comptes plus. Malgré tout, comment tu considères, toi, la rencontre en voyage? Est-ce que c'est plus une relation éphémère qui vit dans un temps et un espace donné, ou est-ce que c'est des relations que tu fais durer? Et est-ce qu'il y a une rencontre en particulier au cours d'un de tes voyages qui t'a marqué? Moi, j'aimerais que toutes les relations durent dans le temps et soient des amitiés longue distance qui sont faciles aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc. Malheureusement, c'est pas la réalité, quoi. Enfin, quand on est en voyage, on rencontre tellement de gens qu'il y a un tri naturel qui se fait, et que mon téléphone est plein de contacts de gens qui m'appelleront jamais et que je rappellerai jamais. Mais voilà, je crois que toutes ces relations à usage unique, comme tu dis, elles sont nécessaires et elles font le voyage, pour quelques-unes qui deviennent des vraies amitiés, des vraies relations. Oui, effectivement, dans chaque pays, je me suis peut-être 1 ami, 2 amis qui sont des gens avec qui je vais rester en contact. C'est une des choses qui est inhérente aux relations qu'on crée en voyage, c'est qu'on est de passage, quoi. Et moi, j'ai longtemps été de passage pendant 2 ans. Et donc, ouais, beaucoup de relations à usage unique et quelques amis. Et une personne qui m'a marqué, c'est même pas une vraie rencontre, hein. Enfin, c'est même pas une vraie relation qui s'est créée, parce que c'est une nana que j'ai croisée littéralement 10 minutes, mais c'était en Iran, et c'était au moment de la révolution, de la tentative révolutionnaire qui a eu lieu en 2020-2021, le mouvement qui s'appelait Women Life Freedom, Femmes, Vie, Liberté. Et j'ai rencontré cette nana qui m'a dit, avec qui on a discuté un petit peu de politique, qui était elle assez engagée, et je lui disais que je me sentais inutile et presque un peu lâche, parce que moi je m'apprêtais à quitter l'Iran
Et certes, c'est pas mon combat, mais quand on a des jeunes de mon âge qui se battent pour faire tomber un régime horrible, c'est difficile de se dire c'est pas mon combat. Ils se battent pour la liberté. Enfin, la liberté, c'est le combat de tout le monde, quoi. Et elle m'a dit, il y a une chose que tu peux faire, c'est il faut porter notre voix. Parce que nous, les Iraniens, on est un peu mis à l'écart du monde. On a l'image d'un pays où tout le monde est un fanatique. Et donc, il faut be our voice, ils disent. C'est un des slogans qui a été moins connu. Les Iraniens, ils disaient be our voice. Soyez notre voix. Ça m'a pas mal marqué. Ça a duré 5 minutes, mais tu vois, c'est la première qui m'est venue en tête quand tu m'as posé la question. Pour se parler du futur, tu mentionnais peut-être un retour en Afghanistan. Mis à part ça, est-ce que tu as d'autres choses dans les cartons? Ouais, bah j'ai écrit un roman et un récit d'aventure qui sont encore au stade de manuscrit, mais qui sont plus ou moins terminés. Donc je vais peut-être essayer de les faire publier. S'ils sont assez bien, on va voir. Je suis encore en phase de polissage pour faire un produit un peu fini, un peu sympa. Je fais relire par des gens. Et j'ai un projet, je vais aller réaliser un documentaire au Pakistan au début du mois de juillet sur un festival de polo en haute altitude, un plan assez fantastique qui a jamais été traité avant. Donc voilà, c'est mes 2 projets un peu excitants du moment. Et ensuite, on va voir où ça me mène. Écoute, on arrive à la fin de cet entretien. Tu as un petit espace qui t'est réservé, dans lequel tu peux partager une anecdote, une recommandation, un proverbe, une citation. C'est à toi. Une recommandation, moi je dirais que le monde n'est pas tel qu'il est à la télé. Je viens de faire 2 ans dans des pays qui ont les pires réputations possibles. Au final, il m'est pas arrivé une mauvaise rencontre. J'ai pas rencontré une personne mal intentionnée qui a vraiment essayé de me faire du mal. Bon, pendant ce temps-là, j'ai des amis qui ont passé 6 mois en Amérique du Sud et qui se sont fait braquer pour leur portable ou leur portefeuille. Donc voilà, il faut avoir conscience que le monde n'est pas tel qu'on le voit à la télé et que dans tous les pays, il y a des gens bien. Je dirais même qu'il y a une majorité écrasante de gens bien pour très peu de gens dangereux. Aujourd'hui, on a l'impression sur les chaînes d'infos en continu que le monde est dangereux, que les humains vont mal. Et en fait, quand on voyage longtemps, on se rend compte que le monde va pas nécessairement bien, mais que la plupart des gens restent des gens bien. Et une petite citation pour finir. Saint Augustin d'Hippone qui disait « Le monde est un livre, et ceux qui ne voyagent pas n'en lisent qu'une page. » Merci beaucoup. Merci à toi. Et voilà, c'était Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Merci également à mon invité pour sa chouette histoire. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute préférée. Vous pouvez aussi écouter Bourlinguer sur la web radio Voyage, Allô la planète. Vous pouvez également suivre le podcast sur Instagram, bourlinguer.podcast. Ah oui, une dernière chose. La musique que vous entendez derrière s'appelle J'ai Bourlinguer. Elle a été écrite et interprétée par Serge Raphaël. Merci à lui. On espère que cet épisode spécial vous a plu. Pour découvrir d'autres témoignages extraordinaires, n'hésitez pas à vous abonner au réseau et au podcast Bourlinguer. Et puis nous, on vous dit à la semaine prochaine pour le 11e épisode de la saison 2 de Je t'offre un rail.